Vous écoutez Z sur 7, le podcast quotidien de Trendscanal Z. Aujourd'hui, nous sommes le 1er mai. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Salomé Baya et animé par Béatrice Marlier. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, face à l'Arizona, les magistrats ripostent. Le parquet de Bruxelles suspend sa participation au tribunal des peines. On vote chaque fois des nouvelles lois sans nous donner de moyens supplémentaires, alors que c'est du travail supplémentaire. Les cellules de reconversion, vieilles de 50 ans, sont visées par le ministre Geolet. Ce que fait M. Geolet, en fait, c'est utiliser sciemment des statistiques qui sont biaisées pour, en fait, décrédibiliser, dénigrer un mécanisme qui fonctionne. Restez bien avec nous. Z sur 7, c'est tout de suite. Z sur 7, à la une. Les magistrats entrent à leur tour dans l'arène face à l'affaire Arizona. Le parquet de Bruxelles claque la porte du tribunal d'application des peines. Il n'y siégera plus. Liège emboîte le pas, avec des audiences désormais systématiquement reportées. Même son de cloche du côté du parquet fédéral. Une mobilisation qui prend de l'ampleur, et c'est tout le pays qui gronde. Frédéric Van Leu, procureur général du parquet général de Bruxelles. Ça fait des années qu'on demande des renforts au niveau personnel, qu'on demande des lois qui soient votées avec une étude d'impact budgétaire, parce qu'on vote chaque fois des nouvelles lois sans nous donner de moyens supplémentaires, alors que c'est du travail supplémentaire. L'infrastructure est extrêmement mauvaise et également le fait que nous constatons un manque de plus en plus grand d'attractivité pour notre métier. Mais cette attractivité est aujourd'hui mise à mal. En cause, la réforme des pensions des magistrats. Le parquet fédéral tire la sonnette d'alarme et demande au gouvernement de suspendre les mesures. Les effets vont être sur les jeunes qui viennent maintenant. Et ça, ce seront des effets qui iront jusqu'à 30 à 40% de leur pension quand eux seront à la pension. Mais ça veut dire qu'on a un effet attractif beaucoup moins. Et si nous n'attirons pas maintenant des personnes de qualité, la justice de demain, elle n'aura pas la même qualité que celle d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous nous battons. Alors que le bras de fer se durcit, des discussions ont été relancées entre Jan Jambon et les magistrats. Mais une fois encore, elles ont débouché sur un échec. Le point de discorde, c'est qu'on n'a toujours pas les chiffres. Ils nous baladent avec des chiffres, avec un calcul d'inflation de 2%, alors que le bureau du plan prévoit déjà 2,5% d'inflation. Ils ne veulent pas mettre... Nous, on est prêt à négocier une limite en disant, OK, voilà, 5 sauts d'index, pourquoi pas, à la limite. Mais ça doit être limité, parce que si demain on a une crise et que comme en 2022, il y a 5 sauts d'index sur un an, eh bien, ces pensions à ce moment-là vont diminuer à une vitesse spectaculaire. Des décisions prises sans concertation. C'est ce que dénoncent les magistrats. Le gouvernement fédéral est dans le viseur. Le parquet, lui, réclame une vraie place à la table des négociations. C'est tout ce qu'on demande, c'est d'avoir un moment de négociation où toutes les mesures sont mises sur la table. On regarde l'effet cumulatif des mesures parce que toutes les mesures prévues par le gouvernement touchent les magistrats, donc le côté cumulé a un effet vraiment démultiplicateur sur la pension des magistrats. On regarde ça, on négocie avec le gouvernement entre pouvoirs des personnes qui sont matures et on négocie l'impact de la mesure qui a été prise. Le Conseil supérieur de la justice entre lui aussi dans le débat. Cet organe autonome appelle à une rencontre tripartite. Législatif, exécutif, judiciaire. Et il lance également un rappel. Aujourd'hui, le budget de l'ordre judiciaire représente 0,5% du budget de l'État. Z sur 7, à la une. Ringo Remo, 27 ans passés chez AGC à Fleurus en tant qu'ouvrier de production. Jusqu'à ce licenciement collectif en septembre 2023. Il entre immédiatement en reconversion à Châtelineau. Un nouveau départ s'annonce dans un métier radicalement différent. Ringo Remo, ancien ouvrier AGC Automotive. Du secteur, je vais dire verrier, je passe au secteur gardiennage. Et ici, je suis en cours de formation qui se termine, c'est un module de 139 heures qui se termine le 22 mai. Elles existent depuis 50 ans et ont accompagné près de 60 000 travailleurs. Mais les cellules de reconversion sont dans le viseur de Pierre-Yves Geolet. Pour le ministre wallon de l'Emploi, le dispositif ne répond plus aux attentes, surtout face aux performances des autres régions. Jean-François Tamellini,
secrétaire général de la FGTB Wallonne. Ces 20 dernières années, les cellules de reconversion ont remis à l'emploi 7 travailleurs sur 10, dont 60% en contrat à durée indéterminée, avec un public qui est assez âgé, notamment les plus de 50 ans, peu diplômés. Ça veut dire que les résultats sont très bons, c'est reconnu à l'étranger. Ce que fait M. Géolé, en fait, c'est utiliser sciemment des statistiques qui sont biaisées pour, en fait, décrédibiliser, dénigrer un mécanisme qui fonctionne. Un tournant pour les cellules de reconversion. Pierre-Yves Géolé veut les sortir des mains syndicales. Le ministre propose de les confier au secteur privé. Il dit vouloir responsabiliser socialement les entreprises qui restructurent en leur faisant payer cet outplacement. La seule différence, c'est qu'une partie de l'enveloppe financière qui doit permettre de négocier des préavis pour les travailleurs qui se font licencier, en fait, les entreprises vont l'utiliser pour financer de l'outplacement privé, c'est-à-dire financer des boîtes d'intérim, de l'emploi précaire, comme je le disais. Le seul gagnant dans l'opération, ce sont les boîtes d'intérim. Les grands perdants sont les travailleurs et les travailleuses et l'emploi durable. Du côté de Fédergon, on accueille les déclarations du ministre avec le sourire. La Fédération des entreprises d'intérim voit dans cette réforme une opportunité à saisir. Z sur 7 à la une. Rouge, sucré et bien en avance. Dans cette ferme du Brabant wallon, elles ont pris une longueur d'avance sur le calendrier. Grâce à un ensoleillement généreux, 12 000 plants sont déjà en pleine forme. Bernard de Koning, ferme de Jean-Tissard. Ça fait 6 semaines qu'il fait magnifique et donc ce beau temps a fait qu'accélérer notre production et donc on gagne 1 semaine à 10 jours d'avance sur la saison passée. Mais quand le soleil brille trop fort, les fraises aussi trinquent. Sous les serres, certaines prennent des coups de soleil. On a quelques jours de vraie chaleur et les premières fraises attrapent déjà des coups de soleil alors qu'on a que quelques degrés de plus, mais là il fait déjà trop chaud dans les serres. Elles demandent du soin et du temps. Plantées en août, les fraises mûrissent à leur rythme. Et quand vient le printemps, un allié invisible les aide à s'épanouir. Comme vous pouvez voir, nous avons nos amis les bourdons qui viennent nous aider à polliniser les fraisiers. L'avantage du bourdon, c'est qu'il supporte de travailler à des températures plus basses qu'une abeille. À Jean-Tissard, la fraise se décline en 5 variétés. Dream, Twister, Gloriel, autant de noms que de parfums. Et pour que qualité rime avec transparence, un label veille, origine locale et rémunération équitable garantie. Le label fraise de Wallonie, il nous garantit une chose, c'est que c'est un fraisier qui pousse en Wallonie, ça c'est la première condition, c'est une fraise de qualité, cueillie à maturité avec des variétés qualitatives et qui sont aussi certifiées prix juste, donc il garantit à nous producteurs d'avoir une rémunération équitable, mais aussi aux consommateurs de ne pas payer 5 fois le prix que la fraise devrait coûter. Le bon goût, à Marbais, pousse au ras du sol. On le saisit à la racine, sans artifice. Et entre cueillette et dégustation, il n'y a qu'un fruit de distance. Z sur 7 à la une de Trends Tendance. Le magazine Trends Tendance mène l'enquête, en journaliste en dévoile les coulisses. Dans le dossier Trends Tendance de cette semaine, Christophe Charlot, journaliste Trends Tendance, s'est immergé dans la société Exa. C'est un dossier intitulé « Les secrets d'une fabrique à licorne ». Celui-ci en parle à Fanny Rocher. Premièrement, pourquoi s'être penché sur cette entreprise en particulier ? Alors, parce que c'est une histoire entrepreneuriale, c'est une histoire d'ambition aussi. Donc, Exa, c'est pas tout à fait une start-up, c'est pas tout à fait une entreprise, c'est un start-up studio. Et donc, c'est déjà atypique en soi. Et on voit aujourd'hui, c'est une histoire qui a à peu près 15 ans et qui est couronnée de succès. Donc, à la base, on a 2 entrepreneurs qu'on voit là, Thibaut Elzière, Quentin Nickmans, qui se disent, on ne va pas créer une start-up. Ils en ont déjà créé par le passé, mais on va créer un studio, c'est-à-dire qu'on va créer en série des startups. Et donc ça, c'était plutôt original. Surtout qu'on a quand même des résultats aujourd'hui. Donc il y a une petite 50aine de boîtes en portefeuille. Donc ils ont créé en une quinzaine d'années 50 boîtes qui sont valorisées 5 milliards, plus ou moins. Alors que alors la valorisation, c'est une chose, mais il y a aussi il y a les employés, il y a 2000 personnes qui travaillent dans l'écosystème d'Exa. Donc voilà, ça valait vraiment la peine de s'y intéresser. Deuxièmement, c'est ce modèle-là que nous appelons les licornes.
Alors les licornes, ce sont des startups qui sont valorisées 1 milliard de dollars. Hein, donc ça, c'est de la valorisation. Donc c'est ce que ça vaut. Ça ne veut pas dire ce qu'elle génère. Bon, c'est toujours quelque chose qui fait un peu rêver dans l'univers de la tech, évidemment, mais qui voilà, aujourd'hui, c'est vraiment des boîtes qui tournent aussi. Hein, il y a Front, Aircall, Spendesk que les gens dans la tech connaissent bien. Et donc voilà, c'est assez impressionnant comme parcours. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est une ambition de départ. Donc il y a cette ambition en 2011 quand ils se sont lancés, et il y a aujourd'hui une nouvelle ambition qui est d'aller plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils veulent plus, ces deux garçons, ils veulent plus créer uniquement des startups, mais ils créent eux-mêmes des studios. C'est-à-dire qu'avant, ils cherchaient des entrepreneurs pour développer des idées. Aujourd'hui, ils se sont associés avec d'autres entrepreneurs qui eux-mêmes vont être à la tête de Vertical. Donc Exa, c'est ça, c'est si vous voulez, un genre de parasol à studio. Oui. Et donc voilà, leurs associés vont eux-mêmes développer en série des boîtes dans l'intelligence artificielle, la santé, etc. Troisièmement, nous parlons donc de cette fabrique à licorne. Mais est-ce que c'est un modèle exceptionnel ou bien il pourrait être reproduit ? Alors, c'est quand même assez atypique. Alors, ça peut être produit, c'est pas pour autant que ça réussit. Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de cas où, effectivement, d'autres entrepreneurs se sont dit je vais aussi lancer mon studio. Ça a eu moins de succès jusqu'ici. Beaucoup se sont cassés les dents. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que ici, sur eFounders devenu Exa, il y a pas mal d'ingrédients qui font la réussite, au fait, de cet écosystème. Il y a évidemment le choix des bons entrepreneurs avec qui ils ont développé les idées. Flair aussi. Il y a une question de flair, il y a une question d'être au bon endroit au bon moment, et puis il y a ce qu'on appelle dans le jargon l'exécution, c'est-à-dire qu'on a la bonne idée, on a les bonnes personnes, encore faut-il arriver à faire en sorte que ces boîtes décollent et soient rentables à un moment donné, trouvent les bons investisseurs, et donc ils ont vraiment ce flair quelque part d'avoir eu les bonnes idées, trouvé les bonnes personnes, réussi à séduire les bons investisseurs, parce qu'ils ont des investisseurs, ils ont tous les meilleurs investisseurs de la planète qui ont investi dans différentes boîtes. Donc, à répliquer, c'est pas évident. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est de voir si eux-mêmes vont réussir à répliquer leur ambition. Le modèle de base, quelque part. Finalement, ils ont énormément d'ambition. L'idée, c'est de grandir encore et encore. Aujourd'hui, il y a une cinquantaine de boîtes en 15 ans, plus ou moins, un peu moins de 15 ans. Leur ambition, c'est en 2030 d'en avoir 100. Donc, ils vont doubler en 5 ans. Donc là, ils vont déjà accélérer. Et en 2030, l'idée, c'est d'arriver à créer 30 boîtes par an. Et donc là, effectivement, donc ils vont monter à l'échelle. Maintenant, il faudra voir si... c'est tout le pari, c'est de voir si... en s'appuyant sur d'autres personnes qui doivent quelque part répliquer un peu ce qu'eux ont réussi à faire, ils vont y arriver, ils seront toujours impliqués. Ils chapeautent. Mais voilà, est-ce qu'ils auront la même touch pour trouver les bons projets, etc. Bon, ils sont sur des créneaux porteurs, l'intelligence artificielle, la santé digitale. Donc ce sont quand même des créneaux porteurs. Mais voilà, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, c'est vraiment un modèle intéressant. Et puis c'est une ambition qui fait plaisir à lire. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, experts boursiers. Et pour refermer cet épisode, cap sur les marchés avec un détour par la bourse. Fanny Rocher reçoit Vincent Juveins, stratégiste chez ING. Ce 30 avril marque le 100e jour de la présidence de Donald Trump. On se demande alors quel premier bilan économique nous pouvons déjà tirer. C'est un bilan pour le moins mitigé, c'est le moins qu'on puisse dire. 100 jours, jamais un président, ou en tout cas au cours des 6 derniers présidents, on avait vu de tels bilans. On l'a vu en bourse, évidemment, c'est le rouge qui domine aujourd'hui. Le S&P 500, l'indice phare des États-Unis, est en baisse de 15% depuis l'élection de Donald Trump, depuis son arrivée au pouvoir, alors que la plupart des autres indices européens et mondiaux sont largement devant l'indice S&P 500. Donc le bilan boursier est mitigé. Vous l'évoquiez également en annonce de ce sujet, le bilan économique est pour le moins mitigé. Contraction du PIB de 0,3% alors que les économistes s'attendaient à 0,3% de hausse. Donc on est clairement sur une économie qui se contracte au premier trimestre. Ça n'était plus arrivé depuis 2022. Donc clairement une économie qui patine sous le coup d'importations en hausse massive. Alors les importations sont en hausse de 41,3% au premier trimestre. Les Américains évidemment ont senti le vent tourner. L'augmentation attendue des droits de douane a amené les consommateurs
consommateurs, les entreprises à importer massivement durant le premier trimestre. Et massivement, c'est le moins qu'on puisse dire. On n'avait plus vu de tel niveau d'importation depuis le troisième trimestre 2020. C'était alors en plein Covid où on avait évidemment cet effet de rattrapage. Donc, ça a eu un impact important sur le PIB américain. On peut s'attendre évidemment à ce qui est quand même un mouvement de correction au deuxième trimestre. Et inversement, ce qu'on a vu en Europe, beaucoup d'exportations, les choses vont se normaliser. Il n'en demeure pas moins qu'on a abaissé chez ING nos perspectives de croissance économique. En début d'année, on tablait encore sur 2,1% pour l'économie américaine. Aujourd'hui, ce n'est plus guère que 1,4%. Donc, sérieuse baisse de régime économique. Donc, pas un bilan dont on peut se féliciter. Et pourtant, Donald Trump, en tout cas, se donne tout juste une mention après ses 100 premiers jours sur le plan économique. Il s'agit donc d'un piètre bilan économique jusqu'ici. Il y a alors eu un impact sur les marchés boursiers. Alors négatif tout azimut, mais surtout négatif aux États-Unis. Vous l'évoquiez, finalement, ce Liberation Day aux États-Unis a été un Destruction Day, en tout cas d'un point de vue financier. Après 100 jours, le S&P 500 est en baisse de 15% aux États-Unis, alors que les autres indices mondiaux sont en hausse. On a l'indice chinois, le Hang Seng, qui est en hausse de plus de 10%, les indices européens qui sont légèrement positifs depuis le début de l'année. Donc clairement, la politique de Donald Trump et de son administration a surtout été négative pour son économie et pour ces marchés financiers. Au-delà des marchés boursiers, évidemment, qui, en tout cas, ont toute notre attention, il y a d'autres pans de marché qui ont pas mal souffert depuis le début de l'année. Je pense notamment au marché obligataire. Oui. On a vu les taux fluctuer de manière quand même assez violente, ce qui a même fait dire à un ancien secrétaire au Trésor américain, Lawrence Summers, qu'aujourd'hui, finalement, la dette américaine se traite presque au niveau de la dette émergente, la dette de pays, évidemment, je dirais peu développée. C'est peu dire qu'en tout cas, ça illustre le manque de confiance que les investisseurs ont pour la dette américaine et ont pour le dollar et les actifs américains de manière générale. Au-delà des marchés d'actions, on a également vu pas mal de nervosité sur les marchés obligataires et de change. Et cette nervosité, elle va perdurer. Elle témoigne réellement de la défiance des investisseurs internationaux pour l'environnement dollar, pour les États-Unis dans leur ensemble. Il faut savoir aussi que ce qui crée cette incertitude et cette nervosité, c'est également les négociations commerciales qui ont lieu actuellement. Il faut savoir que Donald Trump a donné finalement mi-avril 90 jours à un certain nombre d'États pour, en tout cas, proposer des mesures, en tout cas des accords commerciaux. 90 jours, c'est beaucoup et à la fois pas beaucoup. Il faut savoir qu'un accord commercial, habituellement, c'est plusieurs années. Et lorsqu'on parle d'accords bilatéraux, ici, il y a des accords tout azimut à réaliser. Donc, on en déduit, nous, chez ING, qu'on va au-devant d'une période vraisemblablement toujours volatile sur les marchés financiers. Le rouge qui domine à Wall Street aujourd'hui en est l'illustration même. Donc, pour les investisseurs, je pense que ça doit finalement inviter à une démarche prudente, à ne pas prendre de biais trop francs d'un point de vue régional, à parier sur des classes d'actifs qui, en tout cas, peuvent bien fonctionner dans un contexte de tassement de la croissance et de baisse des taux des banques centrales. Nous, dans nos portefeuilles actuellement, c'est clairement l'accent qui est mis sur les crédits d'entreprise. C'est une classe d'actifs qui, actuellement, permet de naviguer l'environnement incertain que nous connaissons. Ce sera tout pour aujourd'hui. Vous pouvez regarder les Z-News de ce soir. Et Béatrice, à quoi peut-on s'attendre dans le podcast de demain ? C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau point sur l'économie et l'actu. Merci de votre fidélité.